Mais s'il y aura des questions à lui poser, en fait, il y a son frère qui est présent ici et il pourra répondre aux questions. Nous pouvons commencer à diffuser la vidéo. Bonjour à tous. Merci au Tribunal permanent des peuples de nous donner la parole. Je témoigne aujourd'hui devant vous pour le cas de Chérifa Yahye, tunisienne, 43 ans, mère de famille, militant des droits humains et de la justice sociale, membre actif de la société civile tunisienne, défenseuse des migrants et des réfugiés, féministe, profondément solidaire. Chérifa Yahye, ex-directrice de l'organisation Terre d'Asile Tunisie, filiale de France Terre d'Asile, est en détention provisoire, ou plutôt arbitraire, depuis 1 an et demi. L'enquête la concernant avait été initiée le 18 juillet 2023 suite à un signalement fait par l'unité d'investigation qui s'occupe des crimes financiers complexes. Ce signalement s'appuyait sur une vidéo de l'année précédente, l'année 2022, dans laquelle Chérifa, alors directrice de l'association, évoquait les activités qu'elle faisait. Les années 2022, 2023 et 2024 ont été particulièrement oppressantes en Tunisie. On a assisté à une montée extraordinaire de discours haineux envers les migrants. Et cette vidéo, qui avait été beaucoup utilisée et reprise dans les réseaux d'extrême droite en Tunisie, pour employer et raviver les discours de haine et de racisme. Discours repris au sommet de l'État, notamment le 21 février 2023. On a annoncé l'existence d'un réseau criminel élaboré depuis le début du siècle pour modifier la composition démographique de la Tunisie et que certaines parties ont reçu d'énormes sommes d'argent après 2011 afin d'installer des migrants irréguliers d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Dans l'acte d'ouverture de l'enquête sur Chérifa, qui a fuité après l'arrestation en fait, on lit que Chérifa est suspecté de servir un agenda étranger et de comploter contre la sûreté de l'État en installant des migrants subsahariens en Tunisie en vue de changer la composition démographique de la population. Curieuse coïncidence. Une autre coïncidence notable, le 6 mai, la veille de l'arrestation, au cours d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, le chef de l'État a accusé la société civile, notamment celle qui vient en aide aux migrants, de manigancer pour fragiliser l'État. C'est donc dans ces circonstances que Chérifa a été arrêtée le 7 mai 2024. Elle a été amenée de chez elle et placée le jour même en détention pour n'être entendue par le juge d'instruction qu'une seule fois, le 17 mai, en présence de son avocat. Un mandat de dépôt a été émis à son encontre pour des charges de blanchiment d'argent, de complot en vue de changer la nature du régime, d'aide, de transport, d'hébergement d'étrangers en situation irrégulière, de falsification de documents, etc. À ce stade, en fait, l'emprisonnement aurait pu être évité, car d'abord, il n'y avait pas de preuves. Ensuite, Chérifa n'a aucun antécédent, elle n'a aucune intention de fuir et ne présente aucun danger pour les citoyens. Et puis, Chérifa est maman de 2 enfants en bas âge. Son état de santé était fragile car elle était encore en congé de maternité. Elle venait de mettre au monde sa cadette qui avait alors 2 mois et son fils aîné, lui, avait 3 ans. Dans cette affaire, aucune considération n'a été faite à l'intérêt des 2 jeunes enfants. Notons que le crime de blanchiment d'argent relève de la loi contre le terrorisme. Ceci a plusieurs implications sur les conditions de détention de Chérifa et sur ses enfants du coup. D'abord, les délais de détention provisoire sont extrêmement lents, 6 mois prolongés de 4 mois et de 4 mois encore. Ces délais sont aujourd'hui dépassés de 4 mois supplémentaires. Ensuite, les conditions de détention et de visite sont particulièrement dures, surtout en matière de contact avec la famille. Chérifa n'a pu vraiment voir ses enfants directement dans un parloir spécial qu'à partir du 11e mois de détention. Elle les voit aujourd'hui régulièrement, toutes les 2 semaines, des visites soumises à autorisation,
qui doit être renouvelée à chaque fois, et ce malgré une décision du juge de la famille qui a vu que les enfants devaient voir leur maman une fois par semaine. Dans une lettre, Chérif a décrit la privation de ses enfants comme une forme de torture exercée sur elles, ainsi que sur toutes les femmes soumises à la loi contre le terrorisme. Ces mêmes accusations ont été aussi portées à l'association Terre d'Asile et à 16 autres prévenus, dont 4 sont en détention. M. Mohamed Jourou, directeur administratif et financier de l'association, M. Ayad Bousseini, qui a occupé le poste de direction de l'association après Chérif, M. Iqbal Khaled, maire de la ville de Sousse, et son adjointe, Mme Imen Oueldeini, accusés tous deux d'avoir mis à la disposition de l'association un local, un bureau, à Sousse. Dans la même période, mai 2024, fin 2024, une douzaine de personnes ont été arrêtées pour des accusations semblables, dont Mme Sadia Msbeh, M. Moustapha Jameli, Mme Sonia Dahmini, pour ne citer que les plus emblématiques d'une liste qui, en réalité, on ne saurait arrêter. Combien de personnes sont actuellement détenues ou poursuivies pour avoir offert leur aide aux migrants, on n'est pas capable de le dire. Au fil des mois, nous avons assisté à l'émergence d'une stratégie délibérée visant à stigmatiser, à criminaliser, à intimider les acteurs de la société civile et les citoyens, dans le but de réduire au silence toute voix dissidente, d'affaiblir les dynamiques de solidarité citoyenne, d'engagement humanitaire, etc. Toutes les familles de détenus ont observé des campagnes de calomnie et d'appel à la haine. Les campagnes qui étaient manifestement organisées, préméditées, rythmées, synchronisées, etc. Le 28 janvier, après 8 mois de détention provisoire, le juge d'instruction a enfin clôturé les investigations en abandonnant toutes les charges contre l'association Terre d'Asile Tunisie et en abandonnant les charges criminelles lourdes de blanchiment d'argent et de complot contre la sûreté de l'État contre tous les autres accusés. Ne retenant que des délits mineurs liés aux procédures administratives et à l'aide aux étrangers en situation irrégulière. Alors j'aimerais m'arrêter quelques instants sur les charges retenues à ce stade de l'affaire. Donc après 8 mois d'enquête, 3 rapports d'expertise, le déblaiement de tous les comptes bancaires, tous les canaux de communication, etc., le juge d'instruction n'a pu retenir contre Chérifa que des délits liés à l'accueil, l'information et la prise en charge de migrants et de demandeurs d'asile en situation de précarité extrême. C'est ça son crime. Chérifa a commencé à travailler à Terre d'Asile Tunisie en 2017 dans une section régionale à Sfax. Elle a ensuite quitté l'association pour aller travailler à l'OIM. En 2019, elle a postulé pour le poste de direction qui s'était libéré à Terre d'Asile et elle s'est fait engager. Elle a quitté l'association en 2023 pour travailler dans une autre organisation, toujours sur la même thématique, la migration. Elle a par ailleurs repris ses études pour se spécialiser en droit humanitaire. L'association, quant à elle, existe depuis 2012. Elle a été constituée légalement dans les circonstances du camp de Choucha, quelque temps après. Ses objectifs et ses modes d'action ont été validés par le Premier ministère. Elle opère dans la transparence totale et en parfait accord avec les lois nationales et avec les conventions internationales. Elle travaille en collaboration étroite avec le ministre de plusieurs organismes de l'État, en fait, avec lesquels elle a des partenariats en bonne et due forme, ministère de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation, de la Santé, Observation nationale des migrants, etc. L'association, par ses statuts, a pour mission d'apporter de l'aide humanitaire aux migrants et aux demandeurs d'asile et a aussi comme mission de les accompagner dans les démarches de sortie de la précarité et du risque. Et de venir en aide aussi aux structures publiques dans leur gestion de la crise migratoire. Le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, dans sa réponse au rapporteur de l'ONU concernant la situation des migrants en Tunisie, stipule que l'État travaille en collaboration avec la société civile et cite nommément Terre d'Asile comme partenaire de premier ordre. Chérifa est donc une professionnelle
engagés par un contrat de travail dans une organisation humanitaire reconnue pour réaliser des activités légales en collaboration avec les structures publiques dans le cadre de conventions internationales ratifiées par le pays. Aucune infraction n'a été rattachée au fonctionnement de l'association. Aucun des organismes publics partenaires n'a été entendu, malgré les demandes répétées de la défense. Pourtant, Chérifa est aujourd'hui accusé d'avoir, en secret, facilité l'entrée et la sortie d'étrangers en Tunisie, d'avoir été intermédiaire dans des opérations de migration clandestine, d'avoir informé, transporté, hébergé des personnes en situation irrégulière. C'est le comble de l'absurdité, en fait. C'est une incohérence incompréhensible. Quoi qu'il en soit, à ce stade de l'affaire, l'affaire semblait se diriger vers la chambre correctionnelle parce qu'il n'y avait que des délits mineurs. Mais le procureur de la République a fait recours et la chambre d'accusation s'est saisie de l'affaire le 26 février 2025. Elle a confirmé les décisions du juge d'instruction et a ajouté de nouvelles charges, notamment l'organisation en bande criminelle. En fait, la chambre d'accusation a utilisé ici un mécanisme souvent employé en Tunisie pour incriminer les acteurs de la société civile et des mouvements sociaux en les accusant d'agir en bande organisée. La chambre insinue l'existence d'un cartel ou d'une entente secrète entre tous les accusés, sauf l'association, bien évidemment, qui a eu un non-lieu confirmé, une entente qui viserait à commettre des crimes liés à l'immigration clandestine. L'affaire est donc, de ce fait, envoyée à la chambre criminelle et non plus à la correctionnelle. Un nouveau recours est porté auprès de la Cour de cassation, qui a pris 8 mois pour donner son verdict, qui a été prononcé le 8 octobre dernier. Donc, refus des demandes de libération et confirmation de la décision de la chambre d'accusation, l'affaire est donc bien envoyée en criminel. Tout au long de ce processus, les vices de procédure ont été incalculables. Je me limite ici à raconter une anecdote. Lorsque la descente de police a eu lieu dans le siège de l'association, une partie des documents a été saisie et emmenée sans qu'un inventaire ait eu lieu. Ces documents ont ensuite été dispatchés entre plusieurs services d'enquête, sans aucun inventaire. Le siège ayant été fermé sans être scellé, la défense n'a jamais eu l'autorisation pour consulter les documents restants. Entre-temps, le siège a été cambriolé, semblerait-il, 2 fois. Nous sommes actuellement dans l'attente d'une date d'audience et nous demandons toujours et encore la libération de Chérifa. Nous continuons à nous mobiliser pour dénoncer l'injustice qu'elle subit et la machination dont elle est victime. La solidarité avec Chérifa a tout de suite été très forte, très intense, malgré l'atmosphère politique, médiatique très hostile, chargée de propagande raciste et instaurant un climat de peur et de criminalisation de la solidarité. Chérifa n'a pas eu le droit au principe à la présomption d'innocence. Elle a été jugée coupable avant même d'être écoutée, avant même que les charges soient définies, avant même que l'enquête en fait soit ouverte. Les campagnes de calomnie, de haine et d'accusation de traîtrise se poursuivent à un rythme étudié. À chaque évolution de l'affaire, elle subit une vague de violence cybernétique. Ces photos sont relayées avec des textes pleins de calomnies, d'insultes, misogynes, de propos racistes, voire fascistes, demandant l'application des peines les plus exemplaires. Ses soutiens et ses défenseurs sont systématiquement harcelés sur les réseaux sociaux. Au niveau du comité de soutien, nous dénonçons les raisons profondes qui ont amené à cette injustice, c'est-à-dire les politiques migratoires exercées par le régime tunisien sous l'influence directe, financée et malsaine de l'Union européenne. Dans une lettre au peuple du Sud, publiée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous avons dénoncé la dérive répressive du régime qui, soumis aux injonctions européennes, participe désormais à l'externalisation de ses frontières en transformant le territoire national en zone de tri, de refoulement et de non-droit. Dignement, nous y affirmons
Seule la paix et la prospérité peuvent rétablir l'équilibre. Or, ces deux conditions ne peuvent s'établir sous l'hégémonie d'un système organisé, provoquant guerre, dépossession et destruction dans le Sud pour préserver une relative paix sociale dans le Nord et dont les bénéfices colossaux reviennent à une poignée de privilégiés. Nous nous inspirons ici de la position de Shrifa elle-même, qui, de l'intérieur de sa cellule, clame son innocence et insiste sur le fait qu'elle n'a aucun remords. Elle n'a fait que son devoir de femme, de citoyenne, de salariée, d'humanitaire. Malgré l'injustice, elle reste confiante et son moral est solide. Du moment où elle voit ses enfants régulièrement, elle attend impatiemment l'audience pour pouvoir s'exprimer devant un juge enfin. Très bien. Merci. Passons au deuxième témoin. Passons au deuxième témoin qui est en présentiel. Fouad Hassam. Fouad Hassam qui est algérien et défenseur des droits des migrants en Algérie. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Fouad Hassam, je suis militant des droits de l'homme et syndicaliste. Pardon, rapprochez votre micro parce qu'on n'entend rien. Très bien. Mon nom est Fouad Hassam, je viens d'Algérie, j'habite à Oran et je suis ingénieur de travaux publics de profession. Mon organisation principale est le syndicat SNAPAP, c'est un syndicat autonome et je suis syndicaliste depuis 1999 et actuellement ce syndicat a plusieurs ailes, il a été cloné par le pouvoir et je représente l'aile du feu Rachid Malawi, décédé en 2023 en exil. Ma seconde organisation est la LADDH, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, depuis 2003. Et malheureusement, depuis juin 2022, cette ligue, l'unique ligue en Algérie, a été dissoute par les pouvoirs suite à une requête du ministère de l'Intérieur. Tous les migrants des droits de l'homme en Algérie qui ne gravitent pas autour du pouvoir sont actuellement sans ancrage légal. Leurs activités de promotion, de protection, de lanceurs d'alerte sont illégales et par force de loi, ils sont condamnés à se taire. À défaut, c'est la prison. La justice aujourd'hui est devenue impitoyable envers les activistes. En 2009, le syndicat SNAPAP a pris en charge les travailleurs migrants. Et il se trouve qu'en Algérie, la grande proportion de travailleurs migrants, ce sont les subsahariens en situation administrative irrégulière. Contrairement aux autres migrants comme les Marocains, les subsahariens étaient terriblement stigmatisés par une grande partie de la population et par les institutions. Donc, entre 2010 et 2015, un grand travail a été fait par les acteurs de la société civile pour améliorer l'image de ce migrant, grâce au travail du syndicat, de la Ligue, de Médecins du Monde, de l'équipe du HCR à l'époque, du Conseil italien des réfugiés avant qu'il quitte le pays, de Caritas Algérie avant qu'elle ferme ses portes en octobre 2022 suite à une demande ferme des pouvoirs publics, grâce aussi à l'Église catholique, aux journalistes engagés, le migrant subsaharien est devenu visible. Et beaucoup de stéréotypes qui lui étaient collés à la peau se sont effacés à fur et à mesure. Arrive décembre 2016 et le 3 de ce mois, personnellement, j'ai signé un communiqué de presse au nom de mon organisation SNAPAP intitulé « Alger lance la plus grande chasse à l'homme noir depuis l'indépendance ». Dans ce communiqué, j'informe qu'une rafle de subsahariens est menée dans le Grand Alger, sans sommation. Certains sont tirés de leur sommeil, d'autres en pleine rue, comme certaines femmes embarquées et qui ont laissé leurs enfants à l'école ou à la maison. Et tous ont été internés dans un centre de ramassage. Durant 2 jours, beaucoup d'entre eux ont été matraqués et asphyxiés au gaz lacrymogène par les services de sécurité pour le refus de prendre place dans des autocars pour être refoulés vers le Sahel.
En fin de compte, tous ont été expulsés vers le Niger. Ce communiqué a été repris intégralement par un grand journal d'Algérie, sous le titre « Rapatriement humanitaire de migrants africains, graves accusations du SNAPA ». L'information, à l'époque, a fait le tour du monde. La presse s'est déchaînée pendant plus de 3 semaines. Le 20 décembre 2016, c'est-à-dire à peine 3 semaines après mon communiqué, mon employeur, un entrepreneur privé en travaux publics, m'informe qu'il a été contacté par son employeur, une administration de l'État, pour l'informer que le ministère des Travaux publics a demandé mon dossier personnel, étant j'étais un ancien fonctionnaire des Travaux publics, et que le jour même, ce 20 décembre, il a été contacté de nouveau et lui ont dit que l'affaire de Hassan Fouad est devenue une affaire sérieuse et lui ordonne de me licencier de mon poste de travail. C'est les services de sécurité. J'ai compris la détresse de mon employeur, il m'a notifié mon licenciement. Qu'est-ce que nous avons fait? Le SNAPAP, le syndicat a déposé une plainte auprès du BIT, auprès du directeur général du Bureau international du travail et auprès de la directrice de la Confédération syndicale internationale. Le réseau Euromed Droit a saisi 3 rapporteurs spéciaux, dont celui sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Et après, il a saisi 3 commissaires de la Commission des droits de l'homme africaine. Au mois de février 2017, 2 mois après, le Comité des travailleurs migrants publie une information à l'attention des organisations de la société civile, indiquant que lors de sa session 26e, qui se tiendra en avril, le comité adoptera une liste de points concernant le 2e rapport périodique de l'Algérie pour la mise en œuvre de la Convention internationale pour les droits des travailleurs migrants. C'était pour nous une occasion pour demander à l'État algérien des réponses sur l'expulsion, sur beaucoup de choses. Avec l'aide du réseau Euromed, de notre syndicat, on déposé une contribution écrite contenant 88 points. Le 11 mai, une année presque passée, le 11 mai 2018, le Comité des travailleurs publie les réponses de l'Algérie. Je vais citer le seul point qui m'intéresse, qui a à voir avec mon affaire, c'est la question 11. Qui est la suivante. Le comité a reçu des rapports indiquant que des responsables d'organisations impliquées dans la défense des droits des migrants ont été victimes de mesures d'intimidation, d'arrestation, etc. La réponse algérienne est la suivante. L'État partie n'a pas de connaissance d'éventuelles mesures d'intimidation, d'arrestation ou de détention provisoire impliquant des citoyens responsables dans la défense des droits des migrants. De plus, l'Algérie n'a reçu à ce jour aucune communication pleine de la part des mécanismes spéciaux. Arrive mars 2018 et nous nous sommes aperçus bien plus tard que l'Algérie a tracé sa politique migratoire, celle de vider le grand pays du continent de sa population migrante africaine. Une logistique de guerre est mise en place. Des opérations de RAF sont menées dans toutes les villes du pays, à la longueur de l'année. Une centaine d'opérations de refoulement du nord vers le sud, vers les frontières sud, ont été menées par les services de sécurité, assistés par le Croissant Rouge. Cette année, avec 0 communication, la presse n'a pas dit un mot. Il fallait attendre le mois de mai. Une expulsion a fait la différence. Un groupe de migrants subsahariens arrêtés à Oran est expulsé vers le sud. Les migrants sont arrivés dans un centre de rétention se trouvant à Regan. Ils ont compris qu'ils allaient être expulsés vers le Mali et non pas vers le Niger. Or, le nord du Mali à l'époque connaissait des problèmes d'insécurité à cause de la présence des groupes djihadistes. C'était un 13 mai. Les migrants ont résisté à leur déportation, mais la matraque a eu le dessus. Un migrant présent me contacte et m'informe de cette situation. Avec l'aide du président de la Ligue, une campagne sur les réseaux sociaux sur Avaz, sous le titre « Nous sommes tous des migrants, halte aux expulsions », est lancée le 18 mai. Le 22 mai, 4 jours après, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU
publie une note de presse spéciale pour l'Algérie. La note onusienne commence par ces termes. Nous demandons au gouvernement algérien de cesser les expulsions. La presse ne dit aucun mot. Mais ça a fait réagir le ministère des Affaires étrangères. Le 24 mai, le comité des travailleurs migrants publie la version définitive des observations et il recommande de s'abstenir à toute représailles contre les défenseurs des migrants. Le 3 juin, quelques jours après, le procureur de la République demande à la police judiciaire d'Oran d'ouvrir une enquête me concernant mes publications. Le mois de juillet, le 1er juillet, je reçois une convocation de la police. Le 2 juillet, la même. Une convocation du juge d'instruction le 17 juillet. Le 16 et le 26 septembre, la police. Le 30 mai 2019, une convocation du procureur. Je ne donne aucune suite à elle pour motif de non-précision de l'objet de la convocation et je savais où j'allais me retrouver. 4 années plus tard, en 2022, en me rendant dans un commissariat de police pour déclarer une perte d'une pièce d'identité, la police m'arrête. Elle trouve que mon nom figure parmi les noms des personnes sous mandat d'arrêt. Je suis arrêté et transféré au tribunal d'Oran. Les avocats découvrent que c'est une affaire qui remonte à 2016, ça veut dire à la première expulsion. Et le plus étonnant, c'est que la partie plaignante, c'était le ministère des Affaires étrangères. C'est ce même ministère qui a répondu dans les rapports onusiens, qui n'était pas au courant de ces représailles. Pour terminer, je vais conclure qu'il y a une réalité. Les expulsions des migrants du nord vers le sud se poursuivent à ce jour depuis 2018, sans arrêt. Et les migrants, une fois ils sont arrêtés, ils sont spoliés et on leur prend leur argent et leur téléphone portable. On les envoie main devant, main derrière et on a dénoncé ça plusieurs fois et ça ne change pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Fouad. Nous allons passer au troisième témoignage, qui est celui de Élisée Ouedraogo, si je ne me trompe pas. Donc, Élisée, c'est un jeune burkinabé qui a été expulsé d'Algérie et qui va nous témoigner ce qu'il a enduré durant cette expulsion depuis l'Algérie. Bonjour, je m'appelle Ouedraogo Élisée, j'ai 22 ans, je suis un Burkinabé. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2025 et par cette vidéo, je viens témoigner de mon parcours migratoire en Algérie entre 2021 et 2023, l'année de mon refoulement. En effet, j'ai quitté le Burkina Faso le 8 novembre 2021 à cause de l'insécurité. J'étais à l'est et dans une ville qui s'appelait Tansara. Bon, maintenant, j'ai quitté le Burkina Faso et puis je suis entré, en passant par le Niger, j'ai dépensé environ 600 000 francs. C'était toutes mes économies. Mais vu que c'était à cause de l'insécurité, les prix ne me disaient rien. Alors je suis arrivé en Algérie le 16 novembre 2021 en passant par le Niger. Et en Algérie, je me suis installé à Oran. C'était à Alger, ensuite à Oran. Et à Oran, j'ai travaillé comme un conducteur de grille à tour dans une société immobilière chinoise et du nom de Charles Hollande. Précisément dans le quartier Millennium. Et c'est là que j'ai fait une demande d'asile. J'ai eu un rendez-vous avec les ACR. Les ACR m'avaient remis un certificat de demande d'asile qui était censé me protéger
avec une assurance avec laquelle je pouvais utiliser pour me soigner. Et vu que je travaillais, j'ai gagné bien ma vie. Et le 26 novembre 2023, je me rendais à Alger parce qu'ils avaient un rendez-vous administratif avec les ACL. Et je voulais en même temps aller me soigner les yeux dans les dispensaires dans lesquels je pouvais me soigner avec l'assurance du ACL. Et c'est à la gare ferroviaire que j'ai été arrêté. Je suis arrivé, ils m'ont arrêté. J'ai demandé ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas répondu. Ils m'ont demandé si j'ai des papiers avec moi. J'ai dit oui, j'ai montré. Et ils ont retiré tous mes papiers, carte consulaire et carte d'identité. Et les cartes que les ACM m'avaient données, ils ont retiré tout. Voilà, plus mon argent maintenant avec mon téléphone. Et ils m'ont mis dans une petite salle et enfermé hors de mes affaires. J'ai demandé à passer un coup de fil, j'ai demandé à appeler les ACR, mais ils ont catégoriquement refusé. Et après quelques heures, ils m'ont transféré avec d'autres personnes dans une grande salle où ils amenaient les gens maintenant qu'ils arrêtaient dans la ville. Ils nous ont mis dans une grande salle, ils ont retiré tout. La seule chose qu'ils m'avaient remis, c'était ma carte d'identité. Sinon, ils ont tout retiré avec une somme d'environ 120 000 dinars que j'avais à ma possession. Ils ont refusé que je passe mon appel. Ils ont montré les papiers, les certificats de demande d'asile. Mais il m'a catégoriquement dit non, que ça ne compte pas, que lui il s'en fout de ce papier-là. Ils nous ont enfermés. Et au moment des fruits, c'était un peu bizarre parce qu'ils étaient déshabillés. Pantalon, crêpe, et puis les vêtements que tu as portés au-dessus, ils enlèvent tout. Ils te laissent maintenant ta petite culotte. Et là maintenant, ils vont mettre les mains partout, ils vont te fouiller partout. C'était vraiment dégoûtant. Et c'était humiliant aussi. Entre dans la salle, vous pouvez rester. On était dans la salle quand ils nous ont enfermés. Et les soirs, ils étaient venus avec des matraques. Ils ont ouvert la prison, ils rentrent, ils commencent à bastonner tout le monde. Qu'il y a une personne qui a un téléphone là-bas, qu'il y a une personne qui tient un téléphone dans la salle. Maintenant, ils ont commencé à bastonner, ils frappent tout le monde. Et ils s'en foutent. Que ce soit ta tête, ta main ou ton pied, ils s'en foutent. Ils frappent là où ils gagnent avec les matraques. Et non. Ils ont blessé des gens dans la salle. Et après quelques jours, ils nous ont transférés à Tamaracet. Et de là aussi, quand on est arrivé, quand notre bus est arrivé seulement, moi personnellement là où j'étais, dans le bus dans lequel j'étais, quand le bus est arrivé, ils sont rentrés. Le premier policier qui est rentré commence à frapper tout le monde. Il te tape là où il gagne. Moi personnellement, il m'avait tapé ici. Voilà, et puis mon nez commençait à saigner. C'était vraiment terrible. Et c'était horrible aussi à voir. Mais bon, ils nous ont fait asseoir, ils nous ont donné à manger. Et après, ils nous ont chargés dans des camions, les camions dans lesquels ils utilisent pour transporter les bœufs. Voilà, les camions n'étaient pas nettoyés dedans. C'est ça pied partout. Ils nous ont chargés là-bas. Ils circulent comme ils veulent. Sans foutre que ce soit des êtres humains ou pas qui sont derrière là. Que vous vous blessez ou pas, sans foutre. Et si vous criez que ça vous fait mal, ils descendent et puis ils vous frappent encore. Voici ce qu'on a suivi. Et de là maintenant, ils nous ont emmenés dans le désert de Niger. Voilà, où ils nous ont déposés à quelques kilomètres de Samaka. Où nous devions marcher à pied à des kilomètres pour atteindre la petite ville de Tassamaka pour nous faire enregistrer maintenant comme des rapatriés. Et là-bas aussi, on nous dépose sans manger, sans eau, sans vêtements, sans téléphone ni rien. Ils nous ont laissé à notre propre sort. On devait se débrouiller pour atteindre Assamaka. Ouais, un peu. Et je peux dire que ce que j'ai perdu lors de ce refoulement, j'ai perdu une partie de moi que je ne retrouverai jamais. Et je venais en Algérie aussi avec l'espoir de trouver
protection et stabilité. Malheureusement, ce rêve a été brisé. Et il y a des blessures intérieures à moi qui ne vont jamais se guérir, ça je suis certain. On n'est pas des criminels. Depuis que je suis en Algérie, il ne m'est jamais venu à l'idée de faire quoi que ce soit qui sont à l'encontre des règles du pays. Non, j'étais juste venu en Algérie pour un survie. Voilà, parce que j'étais un demandeur d'asile. Voilà, je voulais protection et sécurité, c'est tout. On n'était pas des criminels, on n'avait jamais volé ni rien. Mais malheureusement, alors je fais ce témoignage pour que d'autres personnes ne subissent pas ce que nous avons subi. Lors de notre refoulement, il y a des femmes et il y a des enfants qui ont été frappés. Si ton enfant pleure, ils te disent de le calmer. Si l'enfant refuse de se calmer, il te frappe. Même des femmes, ils ont battu des femmes là-bas. Il y a des femmes qui ont pleuré, il y a des gens qui ont pleuré, des enfants. On dirait que c'était des animaux. De toute façon, on nous traitait là, on dirait des animaux. Franchement, toute ma vie, je n'ai jamais vécu ce genre de traumatisme. Oui. Et après, j'ai informé un défenseur des droits de l'homme qu'ils avaient rencontré à Oran. Voilà, après mon refoulement, j'ai eu à le contacter pour l'informer de ce qui s'était passé. Tout ce qui s'était passé en détail. Et actuellement, je vis dans un autre pays d'Afrique encore. Oui, c'est dans la bourse que je suis comme ça. Et j'espère que des mesures seront prises suite à ces différents témoignages pour que d'autres personnes ne subissent pas la même chose que nous. Voilà, traitez-nous comme des humains parce que on est aussi des humains. Merci pour ces témoignages. Maître Ben Lahrej, vous avez la parole pour commenter. Merci beaucoup. Je vais essayer de respecter le temps qui m'est dû. Ouais. Merci Madame la Présidente. Merci Messieurs et Madame les membres du tribunal. Merci de m'avoir donné cette chance et la parole. Et si je vais plaider aujourd'hui devant vous, non pas en tant que juriste et défenseur des droits humains, mais aussi en tant que témoin du temps où la solidarité est devenue suspecte, où la défense des droits humains, de la dignité, est considérée comme un acte subversif. Ce dont je vais présenter aujourd'hui devant vous, c'est une vérité grave, où les États nord-africains, Tunisie, Maroc, Libye, et avec la complicité de l'Union européenne et ses États membres, mesdames et messieurs, la solidarité est criminalisée. La discrimination systématique s'intensifie. Partout où on entend, où les États appliquent entre guillemets les lois antiterroristes, les lois anti-migration, sont en fait utilisées pour faire taire les défenseurs des droits humains, sous la couverture de la sécurité nationale. Les États criminalisent les gestes les plus élémentaires d'humanité. Secourir un migrant en mer, dénoncer des abus ou même documenter des expulsions. En Tunisie
Et nous avons entendu ça de l'expert aujourd'hui. En Tunisie, des associations, des défenseurs des droits des migrants ont été poursuivis en justice, juste parce qu'ils ont offert un abri aux migrants, juste parce qu'ils ont donné de la nourriture aux migrants. Les Libyens, les défenseurs des droits humains libyens, sont considérés comme des trafiquants. Au Maroc, les associations, les défenseurs des droits des migrants et des réfugiés se trouvent poursuivis en justice juste parce qu'ils ont dénoncé les expulsions des migrants vers la frontière de Nador. En Algérie, les avocats, et j'en suis un propre témoin, sont inquiétés, sont poursuivis en justice, y compris les associations aussi. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'associations qui défendent les droits des migrants en Algérie. Elles ont toutes été dissoutes, ou bien ce qui reste, c'est ceux qui portent le moindre petit aide, mais ce sont des associations qui sont toujours suivies par l'État. Donc, mesdames et messieurs, ce n'est plus la migration qui est criminalisée, c'est la solidarité. Laissez-moi aujourd'hui porter cette voix de ceux et celles qui continuent la lutte. Nous avons entendu des témoins percutants, des témoignages percutants. Fouad Hassan, qui a peut-être oublié, entre guillemets, bon, c'est tout à fait compréhensif par rapport au temps. J'étais aussi son avocat en Algérie et je vais en parler de ça. Et je vais revenir sur ce qui s'est passé en vérité pour Fouad Hassan dans son procès. Nous avons entendu le témoignage de Leila, qui, sa cousine, a commis le crime, selon l'État, d'organiser ou de créer un groupe qui aide les migrants. Shamseddin, un témoignage qu'on n'a pas entendu, mais je pense qu'il est cité dans l'acte d'accusation, mais c'est un pêcheur tunisien qui a porté aide à une personne migrante en mer. Maintenant, porter ou aider représente un crime. Nous avons entendu aussi la personne qui a témoigné sur le cas de Sadia, qui est en prison aujourd'hui depuis mai 2024. Et je reviens vers Fouad. Fouad, c'est un défenseur des droits des migrants qui est connu en Algérie. C'est quelqu'un qui a vraiment des principes et quelqu'un qui a travaillé et dénoncé et documenté aussi les violations à l'encontre des droits des migrants. Il a été poursuivi en justice pour avoir publié, signé un communiqué qui dénonce les expulsions. C'est très grave d'être poursuivi en justice et au correctionnel et de ne pas bénéficier d'un procès équitable. Et quand je parle d'un procès équitable, c'est au départ des procédures, c'est devant la police judiciaire. Et chez nous, en Algérie, malheureusement, et je pense, c'est pareil pour tous les pays nord-africains, ceux qui écrivent, c'est ceux-là qui décident. Ceux qui ont fait le PV, ceux qui ont fait l'instruction préliminaire, c'est eux qui décident. Avant son procès, il y a une tradition que les avocats font, c'est une visite de courtoisie au magistrat. Donc nous avons vu le magistrat, rencontré le magistrat, et il nous a raconté une histoire qui m'a vraiment touché, qui m'a donné en fait un sentiment positif qu'il y aura vraiment application de la loi.
C'est qu'il était, il était absent parce qu'il avait il a fait un pèlerinage et tout. Je me suis dit, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a peur de Dieu. Et quand on a peur de Dieu, on ne peut pas faire du mal aux humains. Lors de l'audience, malheureusement, lors de l'audience, il nous a vraiment permis, il nous a donné cette possibilité de défendre notre client. Nous avons évoqué tous les points juridiques. Nous avions ce sentiment positif qu'il y aura une justice. À la fin, une décision hautement politique. Ce qui m'a fait changer mon point de vue sur les personnes. Une décision qui fait mal à la justice algérienne. Mesdames et messieurs, les témoignages que nous avons vus aujourd'hui, ces personnes-là, ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des criminels. Et c'est ce qui a été énoncé par notre dernier témoin. Ces gens-là, ce sont les gardiens d'une conscience collective. C'est eux qui se lèvent et se mettent en face les États qui abdiquent l'humanité. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames, Madame la membre, les membres du tribunal. Ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas une succession d'abus isolés, mais c'est une politique de répression racialisée et transnationale. Nourrie par double logique, la lutte ou la peur contre le migrant et la peur contre la solidarité. Et pour preuve, les victimes, ce sont tous des gens qui ont la peau noire. Ce sont des subsahariens. Et ce sont aussi les gens qui portent aide à ces communautés. Leur répression découle d'un racisme structurel, profondément enraciné, qui traverse les institutions policières, judiciaires et médiatiques. Mais ce système ne se limite pas aux pays maghrébins. Il est alimenté d'une façon directe ou indirecte aussi de la politique de l'Union européenne à travers l'externalisation des frontières. L'Union européenne finance, équipe, forme les services de sécurité des pays nord-africains pour empêcher le départ vers l'Europe. En échange, ces États répriment. Ainsi, l'Union européenne délègue non seulement le contrôle des frontières, mais aussi la répression du droit à la solidarité. Il y a eu des violations. Et elles sont tellement qu'il y a, de violations, c'est difficile à les encadrer. Mais je vais citer quelques violations que j'ai tirées de l'acte d'accusation, notamment, et des témoignages aussi, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 19 qui protège, qui énonce la liberté d'expression. L'article 22 sur la liberté d'association. L'article 26 qui protège la non-discrimination et l'égalité devant la loi.
la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, la Convention internationale contre l'élimination de toute forme de discrimination raciale, la Charte africaine, notamment l'article 9, 10 et 12, et le principe de non-refoulement qu'on aura l'occasion d'en parler demain. Et dans tout ça, Madame la Présidente, ces criminalisations ont des conséquences profondes. Un climat de peur généralisé. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce que j'ai donné comme exemple par rapport à l'Algérie. Maintenant, les ONG et les organisations, ils ont peur de travailler sur cette thématique, y compris le HCR et l'OIM, qui ne font presque rien en Algérie. Et j'avais eu, heureusement, plusieurs occasions d'en parler avec le représentant. Mais figurez-vous, Madame la Présidente, que même eux, ils ont peur. Et je comprends d'un côté leur peur, vu qu'on est dans un État qui n'a pas la notion ou qui ne connaît pas ce qui est vraiment le droit. Les bénévoles se taisent, les journalistes s'autocensurent. Une invisibilisation des violences. Moins il y a des témoins, plus les abus prospèrent dans le secret. Une impunité totale, car l'État punit ceux qui dénoncent, pas ceux qui violent la loi. Ainsi, la solidarité, au lieu d'être la colonne vertébrale d'une société démocratique, devient un risque personnel. La compassion devient une infraction. L'indifférence devient une politique publique. Je suis obligé de passer vers la conclusion. Dommage. Donc, pour la conclusion, je vais me lever parce que j'ai un gros sentiment de colère sur ce qui se passe aux migrants. Comment pour essayer de canaliser cette colère? Les témoins que nous portons ici ne réclament ni privilèges ni valeurs. Ils demandent simplement que la solidarité, ce geste humain élémentaire, cesse d'être un crime. Ce que Roufran, Saadiya, Shamsuddin, Leila, Fouad et autres ont en commun. C'est d'avoir refusé l'indifférence. Ils ont préféré l'indignité, la dignité au silence. Et si leur liberté aujourd'hui est confisquée et menacée, c'est parce qu'ils nous rappellent que la justice n'est pas un mot abstrait, mais un acte de courage. Je vous demande, au nom de toutes ces voix, de dire haut et fort que secourir n'est pas un crime, que protéger les plus vulnérables est un devoir, que la solidarité est le fondement, même du droit international des droits de l'homme. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Maître Ben Lahrech, pour cette synthèse très puissante des témoignages et cette argumentation. Nous allons passer à la dernière partie de notre après-midi. Si les jurés ont des questions à poser à monsieur... Non, les témoins... Nous avons un des témoins qui est en présentiel, donc qui peut répondre à des questions. Monsieur Fouad Hassan, qui est en présentiel, et Maître Ben Lahrech, donc si vous avez des questions ou des précisions à demander aux témoins et à l'avocat. Merci.
Moi, j'aurais une question pour le témoin qui est présent aujourd'hui dans la salle, Fouad Hassan. On a bien vu, à partir de votre exemple, comment on criminalise la solidarité et l'aide aux migrants. Et j'aimerais que vous nous expliquiez avec plus de précision, en fait, que vous nous documentiez un petit peu comment ça s'est passé, votre arrestation, comment vous avez été traité. Vous avez fait de la prison, on n'a pas les détails de tout ça. Donc comment vous avez été mis en accusation, arrêté, traité aussi en Algérie? Oui. Attendez, on va voir s'il y a d'autres questions. Mais pour les deux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question aux témoins et à Maître aussi. En fait, comme vous le savez, je pense nous aussi, en tant que jury, nous avons remarqué qu'au niveau des données, des informations, des statistiques, on a beaucoup plus concernant la Tunisie, l'Algérie et même la Libye, mais concernant, le Maroc, la Tunisie et la Libye, mais concernant l'Algérie et la Mauritanie, il y a très très peu d'informations. Et peut-être nous profitons de votre présence, si vous avez d'autres données, d'autres statistiques, nous serons vraiment ravis de recevoir toute information qui pourrait aussi renforcer notre déclaration et surtout le jugement qui viendra après. Ça, c'est de un. De deux, j'ai remarqué aussi la complicité entre les États du Maghreb. En fait, ça ne peut pas. C'est un constat que nous avons remarqué un peu, le refoulement à la frontière algérienne de par la Tunisie, à la frontière libyenne. C'est un élément très important pour nous aussi, pour établir les responsabilités, pas uniquement toujours les responsabilités individuelles, mais surtout cette responsabilité commune entre les différents pays maghrébins. La même chose si vous avez des données, parce que tout ce que nous avons, nous, c'est des éléments, mais vraiment des éléments qui pourraient ne pas constituer tout le puzzle, et notamment en fait concernant la frontière tunisienne et algérienne, mais surtout la frontière algérienne et le reste des États africains subsahariens, le Niger, le Mali. Donc ça nous fera vraiment plaisir de renforcer toutes ces données et de nous livrer soit aujourd'hui même, si vous avez quelques éléments, et de recevoir de votre part tout élément qui pourrait renforcer notre décision. Voilà, Madame la Présidente. Oui, j'aurais une question pour Maître Zakaria Benaresh. Vous avez parlé d'une politique racialisée transnationale dans vos conclusions. Et ma question, c'est très précise, étant donné que vous parlez de transnational. Est-ce que vous pensez qu'il y a une coordination entre ces États pour justement amener cette politique qui frôle la terreur, ou qui tombe directement parfois dans la terreur, l'intimidation? Mais est-ce que vous pensez, vous savez des éléments, s'il y aurait une certaine manière de coordination entre ces États-là? Alors, monsieur Hassan, vous avez d'abord la parole, ensuite nous passerons la parole à Maître Benlahrech. Oui. Effectivement, la partie de mon arrestation, je l'ai zappée à cause des 5 minutes. Donc, comme je l'ai dit, je me suis déplacé. Alors, c'était à Porcé, c'était à la frontière de Saïdia, là où je travaillais, à Tlemcen. Et j'avais perdu, il me semblait, j'ai perdu un document. Je me suis déplacé dans un commissariat de police. Les gens me connaissent. J'étais sur chantier depuis 3 ans. Et en demandant une déclaration de perte d'une pièce d'identité, l'officier a remarqué dans le fichier que j'étais signalé. Donc il a fait appel à la police judiciaire, ils m'ont fait descendre dans leur bureau. Après vérification, le nom du père, de la mère, ils n'avaient pas cru leurs yeux. Ils m'ont dit peut-être vous avez vous êtes divorcé, vous n'avez pas payé votre épouse. J'ai dit non. Puis ils ont découvert qu'il s'agit d'une affaire de publication, de propagande. Et après un quart d'heure, j'ai dit c'est bon, c'est moi, je suis la personne que le parquet cherche. Donc ils m'ont mis dans leur géole à Porcé. J'ai passé la nuit. Le lendemain, ils m'ont déplacé à Tlemcen, le chef-lieu de la wilaya. Ils m'ont pris mes empreintes. Puis ils m'ont déplacé à Temouchent. Et
ils m'ont pris mes empreintes à Timouchent et la nuit, ils m'ont déplacé vers le centre de police à Oran, là où le tribunal me demandait. J'ai passé le week-end dans la prison, dans les géos de la centrale d'Oran. Donc, par malchance, je suis tombé dans un week-end. Donc, il fallait passer tout le week-end chez la police. Le dimanche, ils me transfèrent au tribunal pour me présenter et ils fixent la date de mon procès le lendemain. Le soir, on m'envoie à la prison d'Oran, la célèbre Casbah, où j'ai passé 2 jours, puis je suis parti au procès. Alors, au procès, je ne savais rien. Heureusement, la veille, un avocat est venu, il m'a dit « Fouad, apparemment, c'est une affaire de migrants. » Donc, je ne savais pas, j'allais me présenter et à une audience pénale sans savoir les motifs. Donc, il m'a dit ça concerne les migrants, on a accusé l'État algérien de discrimination raciale. Donc j'ai compris, j'ai dit peut-être c'est mes publications de 2018. Lorsque à la barre, il y avait mon avocat, Maître Misti, il a ouvert le dossier, j'ai vu ma communiqué de presse de 2016. Donc, j'ai commencé à me rappeler de quoi il s'agit. Et le juge, j'avais de la chance, je suis tombé sur un jeune juge qui était très favorable au mouvement Hirak. Donc, il a traité beaucoup de dossiers des activistes et il m'a posé des questions simples, j'ai pu répondre. Il n'a pas voulu donner le verdict le jour même. Il a reporté pour 1 semaine. Donc j'ai passé presque 2 semaines, 15-16 jours en prison. 15-16 jours, je n'ai pas mangé 1 gramme de nourriture. Donc je me suis mis en grève de la faim sans le déclarer. J'ai perdu 15 kilos pendant ce séjour en détention. Et le juge, à la fin, il m'a donné un sursis et j'ai pu être libéré. C'était au mois de Ramadan. Et je suis sorti de la prison juste après l'Aden, donc j'ai pu rentrer chez moi. Voilà. Mais j'avais beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un juge très sympa. D'ailleurs, ils l'ont renvoyé, il s'occupe maintenant des affaires sociales, il ne fait plus le pénal. Et contrairement à mes camarades, par exemple comme Saïd Boudour, Chouicha Kadour, qui ont passé plusieurs mois en prison, en détention, eux aussi c'est des militants des droits de l'homme, mais pour des motifs autres concernant le Hirak. Voilà. Oui, ça c'est la première instance, pardon. Puis je fais appel et lors de mon procès d'appel, il y avait Maître Zakaria, Maître Cherbel, ils m'ont défendu. Merci. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que vous pouvez, même si ce n'est pas dans l'immédiat, est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous fournir, comme vous a demandé M. Ferchichi, d'ici demain, par exemple, si vous pouvez en réunir quelques-unes, qui nous permettra d'affiner notre analyse sur les politiques algériennes. Voilà, sinon, l'acte d'accusation nous donne énormément d'informations, donc c'est pas un problème. Mais si nous pouvions en avoir quelques-unes, je vous laisse le soin de répondre plus tard, si vous voulez, à M. Ferchichi. Et je donne la parole, donc, pour clore cette séance, à Maître Bendahesh. D'accord, merci Madame la Présidente. Pour répondre sur la première question, qu'il s'agit des données, en fait, il n'y a pas de données officielles en Algérie. Le gouvernement ne fait pas de recensement, de statistiques, d'études. Les seules informations qu'on ait et celles qui sont introduites dans l'acte d'accusation, elles sont été relatées par une association nigérienne, je crois, c'est Alarm Fund. C'est Alarm Fund. Donc, Alarm Fund, ils font vraiment de l'excellent travail. Donc, ils recensent les migrants qui se font expulser, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'ils sont expulsés, ils doivent marcher sur 1 kilomètre ou je ne sais pas, peut-être plus, pour rejoindre l'OIM. Et dans leur parcours,
il rencontre les militants de Allah Renforme pour essayer de rassembler des informations sur les expulsions. Et donc voilà, donc c'est les seules données que nous avons. Les données qui sont relatées par l'OIM, c'est en fait c'est des données qui se font en participation avec l'État, avec le gouvernement algérien. Et le problème de l'OIM, c'est à chaque fois, il parle de retour volontaire. Et en réalité, c'est des expulsions réelles. Et voilà, nous avons toujours ce problème-là. Et je ne dirais pas vraiment quelque chose d'exclusif en disant que les pays nord-africains et les chiffres, ça ne marche pas beaucoup. Pour la deuxième question sur les frontières, je vais passer à l'autre question parce que je n'ai pas vraiment compris. La deuxième question, c'était sur les frontières. Mais la troisième question, c'était est-ce qu'il y a une coordination sur la politique de répression racialisée? Pour vous répondre, je vais vous dire que nous, les pays nord-africains, on a vraiment un problème. C'est-à-dire, on ne sait pas si on est beaucoup plus européen ou si on est africain. Et ça nous a vraiment causé un problème, surtout sur la question migratoire. À un tel point où le racisme qui s'est propagé en Tunisie, en Algérie et aussi au Maroc est dû au fait qu'on voit ceux qui ont la peau noire, qui sont des Africains. Et nous, on s'est oublié qu'on est des Africains, en fait. Et pour nous, ceux qui ont la peau noire qui viennent d'Afrique, ce sont malheureusement des moins humains que nous. Donc, ce n'est pas une coordination entre les pays, mais c'est déjà un problème enraciné dans les pays nord-africains. Et y compris pour les Européens qui nous voient tous africains, qui nous voient par les yeux racistes des fois, malheureusement, des moins que rien, comparant à eux. C'est vraiment dur, peut-être mes mots sont durs, mais c'est la réalité en fait. Et c'est ça le racisme qui tue des peuples, qui tue des âmes humaines, et que nous combattons et nous luttons contre eux. Voilà, donc pour répondre, je pense qu'il n'y a pas une coordination sur ça. Et pour la deuxième question, j'ai mal noté, mais c'était en relation des frontières. Mais en parlant de ça, en fait, et j'ai eu pas mal de personnes qui étaient victimes d'expulsion de Tunisie vers l'Algérie et de l'Algérie vers la Tunisie. Et ces personnes-là, je pense actuellement ils existent. Maintenant, la plupart, c'était des femmes. Ils sont coincés, ils ne savent pas où partir. Y compris entre la frontière marocaine et algérienne, et c'est plus pire. Entre l'Algérie et le Niger, là, il n'y a pas de problème. Ils disent, et nous avons essayé de chercher, qu'il y a un accord entre les deux pays pour expulser, ce qu'ils appellent, eux, le retour, les migrants de nationalité nigérienne. Mais je vais revenir vers le dernier témoignage. La personne, le dernier qui a témoigné, Élisée. Lui, il avait un statut de réfugié. C'était un réfugié, il avait la carte du HCR. Et il faut savoir, et je peux en témoigner, j'en ai parlé plusieurs fois, les expulsions qui se font vers le Niger, ce ne sont pas que les Nigériens. Ce sont toutes personnes qui ont la peau noire, y compris les Algériens. Figurez-vous qu'il y a des Algériens qui ont été expulsés d'Algérie parce qu'ils ont la peau noire. Des Syriens et malheureusement des réfugiés. C'est pour ça que je vous ai dit que le HCR, ils ont vraiment peur. Je les ai contactés plusieurs fois sur des cas de réfugiés qui ont la carte de réfugiés. Ils ont été expulsés, mais ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Merci. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces précisions. Alors, nous avons terminé notre séance d'aujourd'hui et je vous donne le programme de demain.
Donc nous commençons, comme aujourd'hui, à 9 h du matin. Le thème de demain sera l'externalisation des frontières et la délégation illégale des fonctions régaliennes de la part des pays européens et des institutions européennes, avec un focus sur le principe de non-refoulement, ou plutôt la violation du principe de non-refoulement, et la criminalisation de la solidarité en mer. Nous aurons 3 experts et nous aurons également 4 témoins, ensuite de quoi les 2 avocats de l'accusation donneront des précisions supplémentaires s'ils auront à en donner, c'est-à-dire Maître Ben Lahresh et Madame Brambila que nous avons écoutés ce matin. Voilà pour demain, et nous aurons les dernières plaidoiries. Alors, pas de plaidoirie des avocats de la défense, puisque les États incriminés au cours de ce tribunal n'ont pas daigné défendre leur politique, dans la mesure où probablement nous n'existons pas à leurs yeux, mais nous aurons les dernières plaidoiries, les dernières précisions des avocats de l'accusation que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter à plusieurs reprises depuis hier. Ensuite de quoi nous aurons une session de clôture de 19 h à 20 h où le jury donnera une déclaration préliminaire avant de délivrer sa sentence dans les 2 mois qui suivront l'organisation de ce procès. Donc je vous donne rendez-vous demain à 9 h pile. Merci.